Je m'appelle Mireille, et j'entends encore cette phrase comme un bruit sourd. Sors de chez moi et apprends à te débrouiller tout seul. Ce n'était pas dans un moment de colère passagère. C'était la dernière phrase après des années de petites humiliations qui ont commencé dans les détails et ont grandi jusqu'à ce qu'elles occupent tous les coins de ma vie. À Saint-Denis, où les rues mêlent l'odeur de la boulangerie à l'aube à l'agitation du métro, j'ai appris très tôt à faire taire la douleur pour ne pas devenir un spectacle. Ma mère avait l'habitude de pointer du doigt mes choix comme si elle corrigeait un enfant, même quand j'avais plus de 40 ans, des factures à payer et de genoux marqués par la montée d'escalier sans ascenseur. Elle levait les yeux au ciel quand je parlais de mon travail, se moquait de ma tenue, comparait mon silence au courage des autres filles de ses amies. Les déjeuners du dimanche, quand les couverts touchèrent les assiettes et que quelqu'un me demandait comment ma semaine était dans les assiettes, elle répondait pour moi, avec ce ton léger qui, à l'intérieur, coupe comme un rasoir. « Mireille ? Oh, Mireille complique toujours les choses ?» J'ai souri pour ne pas donner le goût de mes pleurs, j'ai ramassé les miettes de la dignité et je me suis promis qu'un jour, je partirai de mon plein gré. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. En cet après-midi grise, entre une vaisselle mouillée et une casserole oubliée sur le feu, elle montra la porte. Il n'y a pas eu de discussion, pas d'appel, pas d'étreinte. Il n'y avait qu'un geste sec et la vieille phrase « Apprenez à vous débrouiller ». J'ai mis mes affaires dans un sac d'épicerie, quelques documents dans une mallette bleue, un manteau qui ne correspondait à rien, et je suis descendu les escaliers comme quelqu'un qui descend une montagne, les genoux tremblants. La rue m'a accueilli avec des klaxons et un vent froid. Je me souviens d'être assis sur un banc près de la gare, tenant le téléphone comme s'il s'agissait d'un talisman, et d'avoir décidé de n'appeler personne. Personne n'avait besoin de savoir que j'étais devenu un invité à part entière, sans adresse certaine, avec un cœur maladroit dans la poitrine. J'ai trouvé une petite pièce dans un vieil immeuble, des murs minces où passaient les chuchotements des voisins et la musique lointaine. Le coureur sentait bon marché, le genre qui pique le nez. La fenêtre donnait sur une ruelle où les enfants jouaient au ballon à 6 heures de l'après-midi et les hommes discutaient de football à 8 heures. C'est là que j'ai installé une maison possible. Un matelas ferme, une table pliante, une bouilloire qui émettait un bip bas et une vieille photo de moi, de l'époque où je croyais encore que le monde avait un espace doux pour moi. Mais la voix de ma mère ne m'a pas quitté. Elle m'a accompagné au supermarché, aux puces, aux pharmacies, en me répétant que je compliquais les choses, que je pesais l'environnement, que je savais seulement me tromper de ton. À l'extérieur, je travaillais. Je me réveillais tôt, je prenais le RER, je résolvais le travail, je rentrais tard, j'apprenais des itinéraires plus sûrs, je choisissais des rues éclairées. À l'intérieur, je gardais des questions que personne ne voyait. Qu'est-ce qui fait qu'une mère regarde sa fille et voit un miroir fissuré ? Qu'est-ce qui fait qu'une fille accepte la culpabilité comme si c'était le destin ? Et pourquoi, même après tout, le désir de la voix qui fait mal est-il plus grand que l'impulsion de ne plus jamais l'entendre ? Je n'ai pas toutes les réponses. Je n'ai que le souvenir de cette aube où quelqu'un a frappé à ma porte avec une urgence contenue, 3 carillons rapides et un murmure qui a déchiré le couloir. « Mireille, s'il vous plaît. » Il était 2h17 du matin lorsque le bruit m'a glacé les bras. J'ai d'abord pensé que c'était une erreur, puis j'ai attaqué, puis j'ai sympathisé. Sa main hésitait sur la poignée, son cœur battait la chamade comme s'il voulait fuir devant moi, et sa tête énumérait les dangers, comme toujours. Mais la 4e touche est venue, plus faible, presque une excuse. J'ai reconnu les secousses à l'extérieur. Je l'ai reconnu parce que, peu importe à quel point nous essayons de nous débarrasser des nœuds que nous avons reçus, le fil d'origine se retire. De l'autre côté, il y avait la même femme qui m'a traité de poids et m'a mis à la porte de la maison où j'ai grandi. De l'autre côté, il y avait ma mère. Et moi, j'ai pris une profonde inspiration, sentant le couloir, le serpillière que le gérant avait porté des heures auparavant, et ma propre peur. L'aube de Saint-Denis se tut, comme si la ville avait tendu l'oreille à ma porte. Ma main tourna la poignée avec précaution, et avant que la fissure ne laisse entrer la lumière froide du couloir, je posai la question qui me soutiendrait dès lors, jusqu'où va ma limite pour qu'elle ne disparaisse pas à nouveau. Je l'ai ouvert. Et ce que j'ai vu m'a fait comprendre que, parfois, le cri de ceux qui nous font du mal n'apporte pas la paix. Cela apporte des choix qui blessent de la même manière. La porte grinça lentement, comme si elle n'était pas sûre de laisser cette scène se produire. Ma mère était là, blottie dans un manteau qui ne lui allait pas,
les cheveux ébouriffés comme je n'en avais jamais vu, et ces yeux durs qui m'avaient toujours transpercé comme une lame, étaient maintenant larmoyants, rougeâtres, d'une lueur que je ne pouvais pas interpréter. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était la peur, c'était la fatigue, c'était le désespoir. Elle n'a pas prononcé mon nom avec imposition cette fois-ci. Il parle comme s'il était en train de démanteler. « Mireille, laissez-moi entrer s'il vous plaît. » Pendant une seconde, j'ai voulu fermer la porte, non pas par vengeance, mais par instinct. Mon corps s'est protégé avant que mon esprit ne décide quoi que ce soit. Le souvenir du jour où elle m'a mis à la porte m'a flashé si clairement que j'ai senti le goût métallique de la colère dans ma bouche. Je ne savais pas si je devais la serrer dans mes bras ou la renvoyer pour toujours. Elle remarqua mon hésitation et, pour la première fois de sa vie, n'insista pas avec autorité. Il a juste baissé la tête, comme s'il acceptait n'importe quelle phrase venant de moi. « Je n'ai nulle part où aller », murmura-t-il. Ce sont ces mots qui m'ont démembrasé. Pas parce que je voulais accueillir, mais parce qu'à l'intérieur, je savais ce que c'était que de n'avoir nulle part où reposer ma tête en paix. Cette solitude, je la connaissais trop bien pour la nier. Je me suis éloignée en silence et lui ai laissé de la place pour qu'elle puisse passer. Elle entra lentement, comme si elle avait peur de casser quelque chose. Il regardait autour de mon petit atelier comme s'il examinait un lieu sacré et en même temps inconnu. Il n'a pas fait de blague. Il ne l'a pas comparé à sa maison. Il n'a pas commenté la taille ou la simplicité. Il est resté là, au milieu du sol, ne sachant pas où mettre ses mains. J'ai sorti l'unique chaise. Elle secoua la tête en disant qu'elle préférait rester debout. Les minutes qui ont suivi ont été un silence pesant, plein de mots non dits et de blessures, faisant les 100 pas entre nous. Que s'est-il passé? J'ai réussi à demander, sans douceur, mais sans crier. Elle prit une profonde inspiration. Il serra la sangle de son sac comme s'il s'agissait d'un chapelet. La voix se brisa. Elle déglutit. Je me suis battue avec ta sœur. Elle a dit que Jen était bon à rien d'autre, que je n'avais fait que gêner. J'ai failli rire. À l'intérieur, j'ai crié « Maintenant, vous savez comme ça fait mal ?» Mais j'ai tenu bon. Parce qu'à cet instant, j'ai réalisé quelque chose de brutal. Ma mère vivait le même rejet qui me faisait autrefois saigner intérieurement. Et si je revenais en nature, je serais son miroir, pas la femme pour laquelle je me suis tant battue. Elle a poursuivi « J'ai été toi toute ma vie parce que j'avais peur de vous voir échouer. Et je me suis dit qu'en vous mettant la pression, vous réagiriez. » Je la regardais avec incrédulité. S'humilier n'était pas une façon de me protéger. Elle ferma les yeux fermement, comme si chacun de mes mots la frappait plus profondément que n'importe quelle vieille dispute. « Je sais. Et maintenant, je ne sais pas comment demander pardon, » a-t-il dit en tremblant. Je suis resté silencieux pendant de longues secondes. Le seul bruit venait de la rue, à l'extérieur. Une voiture qui passait, quelqu'un qui riait ivre au coin de la rue, une bouteille qui heurtait le sol. Alors j'ai dit « Désolé, je peux essayer, mais oubliez. » Non. Elle hocha la tête. Une larme a coulé, et un autre, jusqu'à ce que ses épaules se mettent à trembler comme celles d'un enfant perdu. Je suis resté là, ne sachant pas quoi faire. Après quelques secondes qui m'ont semblé être des heures, j'ai attrapé la bouilloire et mis de l'eau à bouillir. Pas comme un geste d'affection, mais comme un geste de trêve. « Asseyez-vous, je vais faire du thé. » Elle a obéi. Et à mesure que la vapeur montait, j'ai senti que cette aube n'apportait pas la réconciliation. Elle apportait un début de prise de conscience. Pas à la légère, pas d'une jolie manière, mais d'une manière nécessaire, parce que certaines histoires ne guérissent pas avec des câlins. Ils guérissent par une confrontation lente, un regard ferme et le courage de rester dans la même pièce sans fuir la vérité. Et ce soir-là, j'ai compris. Parfois, Dieu n'apporte pas la repentance comme réconfort, il l'apporte comme un miroir, pour que la douleur d'hier ne se transforme pas en répétition de demain. J'ai placé 2 tasses sur la table pliante. Elle gardait les yeux baissés, peut-être gênée de me regarder. La vapeur du thé s'élevait entre nous comme une brume conciliante, essayant d'adoucir ce que les mots ne pouvaient pas encore supporter. Je me suis assis lentement, et pendant un moment, nous avons regardé le liquide refroidir, comme si nous attendions tous les deux que la boisson nous dise quoi faire. Je n'aurais jamais imaginé que je mettrais le pied sur l'un de vos endroits. Dans ces conditions, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour moi. Dans ces conditions, répétai-je en déglutissant difficilement. Elle s'est tout de suite rendue compte de l'erreur. Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Je pensais que tu t'étais mieux remis sur pied. Je me suis levée, maman, ai-je répondu fermement. Mais pas avec la norme que vous trouvez acceptable. Elle leva les yeux. Et il y avait encore ce regard évaluateur, le même qui m'avait fait des reproches depuis que j'étais enfant. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas un pur jugement. C'était la confusion. C'était comme si elle essayait de comprendre quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant. « Je t'ai appris à être fort », a-t-elle dit. « Je pensais qu'en te poussant, tu volerais. Vous m'avez poussé au sol, pas au ciel. » La phrase est tombée entre nous comme une pierre. Elle s'est reculée sur le dossier des chaises comme si je l'avais giflée. Et pourtant, ajoutai-je, je me suis levée. Mais pas à cause de vous. C'était malgré vous. Elle prit une profonde inspiration. Il regarda le sol. Quand il reprit la parole, sa voix était presque un murmure. « J'ai vu tes affaires encore à la maison. Votre lit est toujours fait. Je n'ai jamais réussi à sortir tes vêtements du placard. Chaque fois que je l'ouvrais, il me semblait que ton absence me regardait. Mais il a continué à vivre comme si j'étais un fardeau, parce que je ne savais pas comment te demander de revenir. Nous restâmes silencieux de nouveau. C'était curieux de voir comment, même si je voulais me battre, une partie de moi cherchait encore à comprendre cette femme. Pas pour justifier, mais pour découvrir comment quelqu'un devient ainsi sa propre fille. « Votre grand-mère a été pire pour moi », a-t-elle dit, sans que je le demande. J'ai juré que je le ferais différemment, mais quand je l'ai vue, je l'ai répété. J'ai soupiré. C'est le cycle que tant de familles ont porté sans s'en rendre compte. La douleur transmise comme un héritage. Je ne suis pas prêt à être ton ami, ai-je dit sincèrement. Pas même pour faire semblant que tout va bien. Elle hocha la tête. Je ne veux pas faire semblant non plus. Alors, faisons-le comme ça, ai-je continué. Aujourd'hui, vous dormez ici. Sur le matelas, je reste dans le fauteuil. Demain, nous verrons si nous pouvons parler sans nous blesser plus que nous aider. Elle hocha la tête avec des yeux larmoyants. Elle se leva lentement, enleva son lourd manteau et le plia soigneusement, comme si elle essayait de montrer qu'elle savait être délicate, du moins maintenant. Alors qu'elle était assise sur le matelas, je l'observais de loin. Pour la première fois, je n'ai pas seulement vu la figure autoritaire de mon enfance. J'ai vu une femme vieillie prématurément, fatiguée de porter une armure que personne ne lui a demandé de porter. J'ai éteint la lumière, ne laissant que la lumière de la rue entrer par la fissure du rideau. L'aube de Saint-Denis était bruyante dehors. Des voitures qui passaient, des voix lointaines, un chien qui aboie, mais à l'intérieur, tout était trop calme. Je fermais les yeux sur ma chaise et avant que le sommeil ne m'atteigne, je pensais « Le pardon, ce n'est pas l'oubli. Le pardon, c'est choisir de ne pas rendre le poison reçu. Mais personne ne parle de la chose la plus difficile. Comment vivre avec ceux qui nous font du mal en sachant que la coupure ne disparaît jamais. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai écouté sa respiration. Et je me suis demandé, pour la première fois, si aimer quelqu'un qui nous a fait du mal à maintes reprises n'est pas juste une autre forme de violence contre nous-mêmes. Ou si c'est la seule façon de vraiment guérir. Le matin est arrivé sans que je me rende compte que j'avais dormi. J'ai ouvert les yeux avec le corps rigide de la chaise et le bruit des canettes traînées dans la rue. J'ai tourné la tête lentement. Ma mère était toujours allongée sur le matelas, mais ses yeux étaient ouverts, fixant le plafond comme si elle parlait à quelqu'un d'invisible. Elle n'a pas remarqué que je la regardais. Son visage était différent, non seulement fatigué, mais abandonné. Une reddition que je n'avais jamais vue chez cette femme qui levait toujours le menton comme si le monde lui devait du respect. Elle a remarqué ma présence et a essayé de se calmer. Mais je l'avais déjà vue. Et voir cette fragilité ne m'a pas soulagée. Cela a semé la confusion. Je ne savais plus où mettre cette femme en moi. Si c'était encore dans le rôle de l'agresseur ou dans le rôle de l'azur vivante de ses propres erreurs. J'ai fait du café, ai-je dit, essayant de paraître neutre. Elle s'assit prudemment, comme si le matelas était plus dur qu'il ne l'était réellement. Il remercia d'un fil de voix. J'ai versé 2 tasses et j'ai posé la sienne sur la table. Elle s'approcha lentement, tenant la tasse à 2 mains, comme si elle cherchait de la chaleur. « J'ai rêvé que tu étais à nouveau petit », dit-elle soudain, regardant dans le néant. « Que tu es venu avec un genou écorché et que tu m'as appelé. » Je restais immobile. Ce souvenir m'a beaucoup frappé, parce que je me souvenais aussi de ces jours-là, à partir de l'époque où sa ténacité n'avait pas encore tout pris le désus. Dans le rêve, elle prit une profonde inspiration. « J'ai réussi à venir te chercher.
Et tu m'as serré dans tes bras sans crainte. Nous restâmes silencieux pendant quelques secondes. J'ai senti une boule dans ma gorge, mais j'ai tenu bon. Je ne voulais pas livrer si facilement. La vie n'est pas un rêve, ai-je répondu. Elle hocha la tête tristement. Je sais. Nous avons terminé le petit déjeuner en silence. Quand elle s'est levée pour laver la tasse, je l'ai arrêtée. Laissez-le. Oui. Elle s'est immédiatement retirée. Il n'a pas insisté. Il s'approcha de la fenêtre et regarda le mouvement de la rue avec une expression distante. C'était étrange. Toute la colère que j'avais portée pendant si longtemps était maintenant mêlée à une profonde fatigue. Comme si j'avais attendu ce jugement toute ma vie, mais maintenant que cela se produisait, je ne savais pas quoi demander d'autre. « Mireille, dit-elle, la voix à nouveau ferme, mais sans agressivité, je voulais te demander quelque chose. Tu peux parler. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Pas maintenant, peut-être jamais, mais permettez-moi d'essayer d'être différent, même si c'est lentement. » Je l'ai regardé fixement. La sincérité faisait plus mal que n'importe quelle offense, parce que des excuses honnêtes nous laissent sans bouclier. « Et qu'est-ce que tu veux de moi ?» j'ai demandé. « Laisse-toi me dire quand je fais une erreur. Puissiez-vous ne plus vous taire? Puissiez-vous ne pas l'avaler pour me protéger de mon propre caractère ?» J'ai laissé échapper un petit rire incrédule. « Alors tu veux que je t'éduque maintenant ?» Elle soupira. « Je veux que vous m'empêchiez de continuer à être ce que j'ai appris à être. » Cette phrase m'a profondément touchée. Elle ne demandait pas seulement pardon. Je demandais de l'aide. Et c'était beaucoup plus difficile à concéder. « Je peux te laisser rester ici quelques jours, » ai-je dit lentement, mais à une condition. Ne me traitez plus comme un enfant, ni comme un ennemi. Elle leva ses yeux pleins de larmes. « Je te le promets. Et si vous ne tenez pas votre promesse, je sors par cette porte et je ne reviens pas. » J'ai pris une profonde inspiration. Je lui tendis la main, non pas pour embrasser, mais pour sceller un accord. Elle le tenait fermement, comme si ma main était une ancre après une tempête trop longue. Les jours qui ont suivi n'ont pas été faciles. Elle a oublié et a essayé de me diriger par habitude. Je me suis mis en colère et j'ai répondu sèchement. Elle a pleuré sous la douche pour que je ne l'entende pas. J'ai fait semblant de ne pas écouter. Parfois, nous dînions en silence. D'autres fois, nous parlions de choses simples, le prix des fruits au marché, l'odeur du pain des boulangeries de mon enfance, les voisins bruyants du vieil immeuble où nous vivions quand j'étais petite. Une nuit, j'ai trouvé une note sur la table. J'ai reconnu l'écriture tremblante. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais si je meurs demain, je veux que vous sachiez. J'aimais de la mauvaise façon, mais j'aimais. Et j'apprends à aimer de la bonne façon maintenant. J'ai relu cette phrase et j'ai ressenti un mélange de douleur et de soulagement. Non, ce n'était pas bien. Nous ne sommes pas devenus mère et fille de la propagande. Nous n'avons pas été guéris par une étreinte. Mais nous commençons quelque chose de plus vrai que n'importe quelle réconciliation forcée. Nous commençons à vivre avec le cicatrice qui se manifeste sans nous cacher, sans nier, sans romancer. Et j'ai compris enfin que le pardon n'est pas effacer le passé. Le pardon, c'est construire un avenir où le passé ne règne plus. Si un jour je l'appellerai à nouveau maman tendrement, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, au moins, je peux l'appeler par son nom sans avoir l'impression d'avaler du feu. Et peut-être, juste peut-être, c'est déjà un miracle.